Chers amis auditeurs, téléspectateurs plutôt de TV Liberté, bonjour. Nous nous retrouvons donc après quelques semaines d'absence. J'espère que ça n'a pas été trop douloureux pour vous, bien sûr. Mais personne n'a rien vu, c'est affreux. Personne n'a rien vu, c'est affreux. Non, j'ai quand même reçu quelques messages, mon cher Philippe de Jean. Il me dit, mais comment on vous voit plus? Qu'est-ce qui se passe? Surtout d'ailleurs, on ne voit plus Philippe Randa. Vous avez une nombreuse famille, c'est bien. Ah, oui, ça doit être ça. Mais donc nous nous retrouvons après quelques semaines d'absence. Donc comme je disais, pour les raisons que vous imaginez tous. Les conditions dans lesquelles sont réalisées les émissions de TV Liberté ne sont pas faciles en ce moment. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail réalisé par les techniciens, par Martial Bild, par toute l'équipe éditoriale de la télé, de la chaîne. C'est vraiment pas évident pour eux et je crois qu'ils méritent vraiment d'être soutenus. Alors donc, nous nous retrouvons en ce début d'année. J'ai demandé à ce qu'on ne souhaite pas bonne année cette année à... Oui, personne n'ose. Tous ceux qui m'ont souhaité bonne année l'an dernier et qui me le souhaiteront, qui me souhaitent cette année, j'ai très d'hypocrite. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même vous souhaiter à tous une très bonne année et beaucoup de retrouver quelque chose une période sereine, on va dire. Voilà. Alors, de retrouver le sourire déjà. De retrouver le sourire déjà, ce qui n'est pas évident, mais il faut dire que c'est de l'année que nous avons vécue a quand même été l'année de tous les dangers. L'année 2020, on n'y aurait pas pensé. Et le Covid n'était pas le plus important des dangers, oui, loin de là. Je crois que le danger était à l'Élysée et non pas forcément là où on croit. Alors justement, cette année, elle a été suivie de près par un œil averti et un œil, j'irais presque dire un œil critique, pas un œil méchant, parce qu'il n'y a pas de méchanceté en lui, mais elle a été suivie par notre ami, le dessinateur Ignace, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Ignace. Bonjour cher Roland. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir Ignace, d'abord parce que pour moi aussi, on est toujours heureux quand on regarde vos dessins et d'apprécier votre humour. Et puis d'être quelqu'un de sympathique. Alors donc on est content. Gentil. Tous les autres sont sympathiques aussi, je vous rassure. Mais on est très content de vous avoir. Ce d'autant plus que vous êtes venu pour nous présenter votre nouveau livre. Absolument, un livre qui est édité chez Synthèse, je crois une bonne maison d'édition. Je pense que vous pouvez en parler un petit peu, mon cher Roland. Philippe Randa, mon concurrent et ami, m'en parlera autant aussi bien. Très bien. Alors effectivement, j'ai commis ce recueil. Il se trouve que nous avons un ami en commun qui nous a sollicité pour le faire et c'est un plaisir de revenir sur cette année, même si elle ne s'est pas présentée sous les meilleurs auspices. Tout à fait. Ce livre a une histoire, comme tous les livres d'ailleurs. C'est notre ami Xavier Guénan. Xavier Guénan qui est un grand spécialiste du dessin de presse. Je dois dire, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné de dessin de manière générale. Et le dessin de presse, il connaît tout. Et je crois qu'il a une très belle collection de dessins de presse. Enfin, c'est quelqu'un qui en plus a de bonnes références, on va dire. Oui, voilà. oui. Et donc, on le salue au passage. Et d'ailleurs, il a accepté de préfacer ce recueil de dessins, qui regroupe d'ailleurs tous les dessins d'Ignace qui vont de décembre 2019 jusqu'à décembre 2020. Alors cette année, il y avait beaucoup à dire. Déjà, il y a 2 ans, on avait édité un livre ensemble, La crise de Jupiter. La crise de Jupiter, oui, déjà. Oui. Et là, c'est un petit peu la suite, en fait. Oui, c'est la suite. Malheureusement, on a loupé on a loupé une année, Gilets jaunes. Les gilets jaunes auraient été intéressants. Oui, il y avait un problème de couleur. Bon. Voilà, c'est ça. Là, en noir et blanc, c'est très bien. Alors, donc, ce livre qui regroupe plus de 600 dessins, je dois dire. J'ai pas compté. C'est énorme pour un recueil de dessins. C'est énorme. 230 pages, 232 pages, 600 dessins. On a sélectionné les meilleurs. Et les meilleurs. Suit l'actualité au jour le jour. Vous avez une facilité, moi je suis toujours fasciné par ce que vous faites, parce que vous avez tous les jours un petit commentaire, voire plusieurs fois par jour d'ailleurs, sur les événements du moment, et toujours avec quelques personnages récurrents qui reviennent, le banquier, le banquier a des grosses lunettes et enfin voilà, et un gros cigare, un gros cigare, voilà. De temps en temps, et heureusement que j'ai pas de chapeau ni de grosses lunettes, on croirait que c'est moi. Le méchant banquier. Et puis, il y a le sympathique professeur Raoult. Il y a le sympathique professeur Raoult qui est vraiment la star de cette année. Qui est la star de cette année, oui. Absolument inconnu en 2019. Connu uniquement des scientifiques. Il y a ce phare de la pensée, et de l'intelligence et de la
Il est très bon ce dessin, il est extraordinaire. Sibeth Ndiaye. Oui. Sibeth Ndiaye, oui, alors celle-ci. Vous la ratez pas, celle-ci. Hein. Oh, c'est dommage, elle n'aurait pas existé et il aurait fallu Ignace l'aurait inventé et on n'a plus rien maintenant. Enfin, à part s'occuper des cotons-tiges, là, s'occupe de quoi ça je ne sais pas. Je sais qu'elle a eu une fonction par la suite, mais. Alors c'est dommage parce que. Est-ce qu'elle a appris à mettre un masque? On espère pour elle, sinon elle ne doit pas pouvoir. Celle-ci, vous la ratez pas. Vous l'avez bien allumée là dans ce livre. Oui, gentiment. Bon, alors Macron. Évidemment, Macron, il a une tête on en parlera tout à l'heure. D'ampoule à l'envers. Voilà, Dupond-Moretti pour l'air très sympathique. Enfin, bref, vous avez un petit peu parlé de tout le monde. Évidemment, j'ai passé tout le monde en revue. Hein, le métier oblige. Le malheureux ministre de la Santé, là, celui-là aussi, vous l'avez à l'œil. Hein. J'aime bien ce dessin, moi. Mesures sanitaires, l'exécutif durcit le ton. Bars et restaurants, fermez-les. Contestation, fermez-la. C'est quand on disait un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, comment résumer l'année 2020 Alors, ces dessins, je dois préciser une chose qui a son importance. Ces dessins sont publiés quotidiennement sur le site Média Presse Info. Alors justement, j'allais vous le dire. Et sur TV Liberté. Essentiellement deux médias dans lesquels je parais. Donc, effectivement, Média Presse Info. Qui est une excellente revue de presse, une revue quotidienne, un site d'information catholique de droite, oui. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et TV Liberté, qui est de droite et qui s'assume également en tant que tel. Et avec laquelle j'ai le bonheur aussi d'animer, de participer, de faire des dessins à Bistro Liberté. Bah oui, parce que vous êtes aussi le dessinateur de Bistro Liberté. Alors l'émission Bistro Liberté qui va reprendre bientôt, parce que là aussi, ça a été très difficile pour la rédaction et pour Martial de réaliser ces émissions depuis quelques mois. Je peux en parler un peu, Philippe en parlera beaucoup mieux que moi. Il y avait un problème avec les horaires, il y avait un problème parfois avec l'invité qui ne pouvait pas venir. Parfois avec les sociétaires, tout ça pouvait être résolu. Mais après, il y a eu un problème avec les invités. Il y a beaucoup d'invités qui viennent assister aux émissions Bistro Liberté. Et puis un problème avec les techniciens. Un problème de studio, il y a un problème pendant cette période terrible. Que des problèmes, voilà. Et puis, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes, ils ont rajouté le couvre-feu. Le couvre-feu, qui oblige à commencer en milieu de journée, ce qui n'est pas possible pour beaucoup de monde. J'en profite d'ailleurs pour préciser, je pense que nos téléspectateurs vont s'en rendre compte très vite, cette émission est préenregistrée, donc nous sommes quelques semaines avant sa diffusion. Pas encore donc il y aura peut-être des événements d'ici là, dont évidemment par définition nous ne pourrons pas parler, mais puisque l'objet de cette émission c'est de parler de tout ce qui s'est passé cette année, il y a déjà suffisamment à dire, hein, voilà. Et donc c'est vrai que rien n'est simple en ce moment et on remercie tous les fidèles de la chaîne de télévision de leur compréhension, pour leur compréhension et pour leur fidélité à la TV Liberté, bien sûr. Alors justement, cette année très spéciale 2020. Comment un dessinateur, on fait au jour le jour, selon son inspiration, surtout Ignace qui est le stakhanoviste du dessin de presse aujourd'hui pour en faire autant. Mais comment vous, personnellement, vous avez vécu cette année ? Quel est votre ressenti, vous, en dehors de l'actualité au jour le jour ? En tant que dessinateur. Humainement et en tant que dessinateur, les deux. Pas rester au lit pendant 6 mois. Ça a été, comme tout le monde, la surprise. Au départ, on voyait que ça partait de Chine. On se disait c'est loin, c'est très loin. Et puis ça s'est rapproché en Italie. On s'est dit tiens, ça commence. On voyait ces personnes, ces infirmières complètement désespérées, qui disaient aidez-nous, on s'en sort plus. Et puis tout d'un coup, on arrivait en France. Le Covid arrivait en France. On se disait mais alors qu'est-ce qui va nous arriver ? Je me souviens avoir fait comme chacun. J'étais allé en supermarché et je me disais mais peut-être que le Covid est là, derrière moi, devant moi, à côté de moi. L'ennemi est partout. Voilà, ils sont partout, comme on dit. Et donc, ça a été une petite période de doute, parce que par manque d'informations. Et puis, petit à petit, il y a eu des personnages qui se sont affichés. Je pense notamment au professeur Raoult. Alors, évidemment, je ne suis pas scientifique, mais en tant qu'homme, j'ai envie de dire, avec mon bon sens paysan, même si... je ne connais pas suffisamment bien la terre. Mais vous êtes un homme de la campagne, quand même. Je suis un homme de la campagne, j'habite la campagne. Je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens, beaucoup de contrôle de lui-même.
et pas si vaniteux qu'on le dit. Pas du tout, non, au contraire, il y a un côté panoramique très sympathique. Et c'était un peu une figure providentielle, il ne faut peut-être pas exagérer, mais un peu comme un phare, comme quelqu'un qui se présentait chaque période trouble engendre des êtres non conformistes. Oui. Et je crois que l'homme de l'année, indiscutablement, ça a été Raoult, le professeur Raoult, parce que évidemment, il n'a pas voulu se soumettre au médicalement correct. Il a proposé une solution. Alors moi, je ne sais pas. Surtout, il faisait partie du conseil scientifique. Je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai aucune référence dans ce domaine-là. Enfin, bon, je pense pas que ce soit un homme qui raconte n'importe quoi. Et surtout, je vois bien que beaucoup de gens qui eux s'y connaissent se sont ralliés. Alors c'est pas forcément ceux qu'on voit sur les autres chaînes de télévision à pérorer toute la journée, à dire tout et le contraire de tout du matin au soir, mais c'est beaucoup de gens sensés se sont ralliés à sa vision des choses. Donc à partir de ce moment-là, je pense aussi que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà. Alors, oui. J'ai une explication aussi parce qu'il y a les fameux médecins qui n'ont pas vu beaucoup de malades, mais qui ont vu le président de la République au sein du conseil scientifique, qui ont été vent debout contre le professeur Raoult. Il a créé la polémique pendant toute l'année 2020. Mais j'ai eu un témoignage en fait, que j'ai entendu nulle part, mais d'un médecin d'une petite ville de province, qui lui n'aimait pas Raoult du tout. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, parce qu'il nous a fait du tort, Je dis, quoi il vous a fait du tort Mais il dit, parce que les malades qu'on voyait à l'hôpital, ils arrivaient, ils disaient, moi je veux avoir le traitement du professeur Raoult, je veux rien, je veux l'hydroxychloroquine, je veux ça, je veux faire comme le professeur Raoult a dit et tout ça. Alors, effectivement, ça a énervé beaucoup de médecins. Mais de laboratoire. Déjà, les médecins sont quand même des gens fort estimables, mais qui ont un petit orgueil quand même. Tout le monde le sait. Et là, effectivement, d'avoir sans arrêt des malades qui venaient leur dire « Attendez, moi, je veux ce que dit Raoult, le reste, j'en ai rien à faire, c'est tous des baltringues ». Ça a aussi fait que Raoult n'a pas été apprécié d'un certain nombre de ses confrères qui auraient dû éventuellement ne pas avoir d'opinion sur la question. Il y a une constance. C'est que ceux qui ne vont pas dans le sens de la pensée dominante, et on en sait quelque chose à TV Liberté, parce que généralement c'est ceux qu'on voit ici d'ailleurs. Donc on est bien placé pour le savoir. Eh bien, tous ces gens sont tout de suite traités de tous les mots. Alors maintenant, le mot à la mode, c'est complotiste. Alors, fut un temps, c'était nostalgique, facho, réviso, j'en passe des pires. Ouais. Et alors maintenant, c'est complotiste. Maintenant, dès que Jean-Marie Bigard l'a très bien expliqué à une émission, effectivement. Ah, lui, il s'est éclaté. C'était un mot insupportable, parce que maintenant, dès que vous n'êtes pas en accord avec la pensée dominante, c'est-à-dire avec les communiqués de l'Élysée, vous êtes complotiste. Vous dites, attendez, ce que vous dites là est totalement, ne correspond pas à la réalité. Complotiste. On ne cherche pas un complot, on ne cherche pas qui manipule qui, on dit juste que ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent n'est pas dans la réalité. Alors, et donc maintenant, on arrête tout. Avant, on disait, vous êtes nazi, ou vous êtes antisémite, vous êtes raciste. C'est des mots qui arrêtent tout. Maintenant, le mot à la mode, c'est complotiste. Ça durera peut-être ce que durent les mots comme ça. Vous n'êtes pas en train de nous expliquer que les complotistes rendent les nazis fréquentables, quand même. Non, pas du tout. Mais il y a comme ça des mots qui sont brusquement assénés pour empêcher tout débat. On ne peut plus rien dire. Ce prétexte, c'est le point final. Intéressant, c'est que effectivement, quelqu'un comme le professeur Raoult est décrié d'une façon très, très ferme, il a été complètement mis au pilori, quoi. Ah voilà. Oui, non, c'était... Donc, justement, quand on voit le sort qu'on donne aux personnes qui pensent mal, entre guillemets, eh bien, on peut penser qu'effectivement, il doit y avoir du bon dans le... ce qui est assez aussi, pour élargir un petit peu tout cela, ce qui est assez surprenant, c'est de voir tous ces gens que l'on entend régulièrement à la télévision, je pense en particulier à des artistes,
certains écrivains, certains chroniqueurs, mais de la presse bien pensante, eh bien, tous ces gens qui sont les premiers à s'offusquer pour ci ou contre cela, tout ça, ont tous été finalement très discrets pour critiquer la gestion calamiteuse du gouvernement. Sauf quand ça les a touchés, eux, directement. Oui, encore tous les comédiens, les artistes et tout, lorsqu'ils ont compris que pour les fêtes de fin d'année, ils ne pourraient pas rouvrir, ils ne pourraient pas faire leur spectacle, là, ils ont commencé, il y a eu même des manifestations avec une pancarte assez drôle, je trouve, c'est « Nous allons tous mourir et même pas en scène ». Ah oui, Alors, on parle beaucoup du professeur Raoult, évidemment, qui est la figure dominante, parce que c'était déjà, pour le monde médical et scientifique, une sommité qui faisait référence et qui n'était pas aussi clivante qu'elle l'est devenue avec la crise du Covid. Mais il n'est pas seul à avoir ce discours. C'est pas le seul membre du monde médical. Il faut pas oublier le docteur Perron avec son livre qui a été un best-seller chez Albin Michel. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas faite, qu'ils n'ont pas commise, je ne sais plus. Voilà. Et il y a aussi le docteur Toubiana, le docteur Toussaint. Il y a énormément qui a été réduit au silence. Il a dit, je crois, qu'il cessait toute interview parce qu'il subissait beaucoup de menaces. Non seulement lui, mais aussi ses étudiants, les étudiants qu'il avait et qui chaperonnaient, étaient menacés d'être blackboulés aux examens. Enfin, menaces réelles ou non qui se seraient passées. On ne peut pas savoir, mais imaginez lorsque quelqu'un doit avoir une carrière et qui brusquement est frappé d'une véritable fatwa, une fatwa citoyenne. Là, elle n'est pas religieuse, elle est d'une fatwa politique et qui ne pourra pas exercer sa vocation. Donc, il s'est peut-être mis en retrait aussi pour les autres autant que pour lui. Alors, je dois quand même vous avouer, si je puis me permettre. Bien sûr, vous pouvez passer à l'aveu. Passez à l'aveu. On est là pour vous faire avouer. Confessez-vous, mon cher Ignace, confessez-vous. Je le fais régulièrement, mais je le fais publiquement, une confession publique. Je ne suis pas tellement menacé, donc peut-être que j'ai un certain combat courageux, mais enfin, ça ne va pas jusqu'à vous êtes plus menaçant avec vos dessins que menacé. Vous n'intéressez personne, alors. On aurait dû le savoir avant de vous éviter, parce que au point qu'ils n'osent pas me... Alors revenons un petit peu à votre livre là, parce que c'est quand même le point central, le sujet central de donc ce livre, je rappelle, alors qui s'appelle La dictature sanitaire, la vie est belle, belle B-E-L-E, parce que vous êtes un comique, vous. Oui, donc vous avez comparé un petit peu ces moutons là, c'est qui, c'est le. On va dire que c'est le bon peuple qu'on essaie. Qu'on muselle et tout ça. Effectivement. Donc livre La dictature sanitaire, la vie est belle, préfacé par Xavier Guénon, donc un livre d'Ignace. Publié aux éditions Synthèse, n'oublions pas. Et ce livre traite jour par jour, à partir donc on l'a dit tout à l'heure, à partir du début du mois de décembre, jusqu'à aujourd'hui ou presque, jusqu'à la mi-décembre, eh bien traite tout ce qui s'est passé cette semaine. Alors c'est vrai qu'on nous aurait dit il y a un an, vous vous rendez compte, pour sortir de chez vous, vous êtes obligé de faire un petit papier pour dire pourquoi vous allez acheter une boîte de Kleenex au supermarché du coin. En fait, vous autorisez vous-même à sortir pour un achat que vous êtes vous-même autorisé à trouver primordial. Enfin, c'est on vous aurait dit ça, mais enfin, vous aurez dit, mon pauvre ami, il est temps de prendre des vacances. Là, il faut on aurait dit vous êtes complotiste. Oui, vous êtes complotiste, voilà. Puis finalement, on va pas énumérer toutes les restrictions et tout ce qui s'est passé depuis un an. Enfin, c'est quand même assez rock'n'roll. Hein. On a quand même eu droit à pas mal de choses. Alors tout ça, vous l'analysez, vous le dessinez, vous le caricaturez, vous en rigolez, mais ou vous en pleurez même parfois. Mais je pleure pas. J'essaie d'être un homme. Enfin, pleurer vous êtes consterné, voilà. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment vous vient le déclic, l'idée, parce que dessiner, vous savez dessiner, c'est jamais un problème. C'est d'arriver à trouver l'idée, l'angle. Écoutez, en fait, c'est un travail qui s'acquiert au fil du temps. En même temps, j'ai toujours l'impression d'être un débutant, malgré mes 55 ans. Et je me remets toujours, en question. Je suis toujours à me demander ce que ça vaut, si ça plaît, si ça plaît pas, si je suis à côté de la plaque. Tous les artistes mais en même temps, c'est ce qui me permet
C'est ce qui me permet d'avancer, j'espère en tout cas. Mais vous écoutez la radio, vous lisez le journal? Alors j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup, je devrais pas le dire, mais c'est pas bien. Pas de nom. Je regarde beaucoup les médias les plus officiels et les plus autorisés, de telle sorte que... c'est là où il y a la plus grosse bêtise à rapporter. Voilà, alors évidemment, je regarde TV Liberté et je regarde un petit peu ce qu'il fait sur les sites politiquement incorrects. De réinformation. De réinformation, disons. Et je fais la part du pour et du contre. Je me sers évidemment de ces médias autorisés pour avoir l'info brute. Et puis, à partir de ce que je peux savoir de cette info, eh bien, j'essaie d'en faire quelque chose de drôle. J'essaye à la fois de dénoncer, on peut dire les mensonges, les fake news, comme on dit aujourd'hui, et essayer de le faire d'une façon plutôt humoristique. Et puis, bienveillante, puisque vous l'avez dit vous-même, cher Roland. Je ne suis pas trop méchant, j'essaye en tout cas. Voilà, j'essaye d'être méchamment gentil, disons. Et je ne veux pas attirer, je ne sais pas, la révolte, suffisamment peut-être de révolte pour réveiller les gens, si je peux avoir une influence sur ce plan-là. Il se trouve par exemple que mes dessins, je les poste sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'atteindre un public qui est totalement en dehors de nos milieux. Vous avez des centaines, voire des milliers de gens, comment appelle-t-on, de partage, de partage et de pouces levés. J'avais des partages, malheureusement, depuis 6 mois, grosso modo, on ne peut plus partager mes dessins. Ah bon? Je pense que c'est lié. J'ai demandé pourquoi. Oui. Beaucoup d'internautes ont demandé pourquoi. Et on n'a pas eu de réponse. Mais au vu de ce qui se passe autour de nous, il y a beaucoup de censure sanitaire par rapport à la crise sanitaire. Ouais, alors, comme c'est pas vous qui êtes visé directement, c'est souvent les thèmes que vous utilisez. Alors c'est vrai que... Alors je pensais que c'était en raison de mes idées nationales, pour parler pudiquement, catholique et nationale, mais finalement, je vois que cette intolérance, disons, vis-à-vis de la critique sanitaire, de la critique de la politique sanitaire, est beaucoup plus radicale que celle contre d'ailleurs notre courant de pensée. Formidable une majorité de journalistes ne s'offusquent pas de ça, oui. Du fait que uniquement il s'agit de liberté d'expression où il n'y a ni insulte, ni menace de mort, ni terrorisme, ni appel au sang, à quoi que ce soit, on puisse interdire de diffusion une pensée contraire. C'est-à-dire que sur la crise du Covid, il y a des millions de morts, des millions, maintenant on n'est plus à quelques réalités près. Forcément, c'est terrible, c'est apocalyptique. Et tous les gens qui, comme Perron, Raoult, Toussaint, Toubiana, disent attention, faut se calmer, il faut gérer la crise sans tomber dans la paranoïa, dans la peur, ceux-là doivent être interdits, on ne doit surtout pas les entendre. La chloroquine, vous le disiez Roland, où je n'ai pas plus d'aptitude scientifique que vous. Moi, je ne sais absolument pas si la chloroquine, ça soigne ou pas. La seule chose, c'est que c'est un médicament qui, lorsqu'il est prescrit par des médecins, parce que tout le monde ne peut pas le prendre, bien évidemment, comme tous les médicaments d'ailleurs, est utilisé depuis des décennies et ne tue pas. N'a jamais tué personne si c'est prescrit par un médecin en fonction des critères de chacun. Le fait de l'interdire, c'est un débat. Oui ou non, doit-on interdire du jour au lendemain un médicament comme ça? Non, on interdit. J'ai voulu renvoyer des interviews justement sur les réseaux sociaux du docteur Perron, pour ne pas le citer, et ça a été bloqué sous prétexte, le fameux message des internautes ont désigné votre message comme inapproprié. Vous avez des gens qui passent leur temps à ça. Si je puis me permettre, c'était pas mon message, c'était le docteur Perron qui était interdit de. Alors, chose intéressante quand même, c'est que sur Facebook, pour dire à quel point c'est une dictature sanitaire, on peut employer le mot, c'est le terme que j'ai employé dans mon livre, dans mon recueil. Même la gauche, les pages de gauche, de dessins de presse de gauche, dans lesquels je suis accueilli, de gauche, pas officiellement de gauche, mais on peut dire que 90% des dessinateurs de presse sont plutôt de gauche et d'extrême gauche, mais pas de droite, quoi. Bon. Je suis quand même accueilli par certains de ces sites, de ces pages Facebook. Eh bien, il y a eu 2 pages Facebook que je connais, plutôt de gauche, qui ont été censurées, qui ont été radiées.
Alors moi, je ne suis pas encore radié. À cause de vos dessins ou à cause de ce qui publiait par ailleurs ? Je ne pense pas que ce soit à cause de mes dessins, parce que ça serait uniquement mes dessins. J'aurais été le seul à être radié. Ouais. Mais il se trouve que je ne suis pas le seul. À gauche, il y a beaucoup de contestations par rapport à ces mesures très rudes sanitaires. Puis ça n'a strictement... cette folie autour du Covid n'a rien de droite ou de gauche, d'extrémisme, de ci, de ça. Effectivement. On n'a qu'à voir les réactions de Bernard-Henri Lévy, de Guy Bedos, pas de Guy Bedos, de son fils, je ne sais plus son prénom. Nicolas Bedos, et de tas d'artistes qui étaient plutôt considérés comme de gauche à tort ou à raison, et généralement à raison, qui se sont eux aussi élevés contre cette folie. D'ailleurs, c'est le titre du livre de Bernard-Henri Lévy, Le virus qui rend fou. Ouais. C'est surprenant de sa part, mais enfin bon. Non, c'est pas surprenant, parce que on peut reprocher beaucoup de choses à Bernard-Henri Lévy. Je suis pas souvent d'accord avec ce qu'il a dit, bien évidemment. Vous l'avez été déjà ? Mais ça, je l'ai pas encore édité, donc pourquoi pas ? Vous l'avez été déjà d'accord avec Bernard-Henri Lévy ? C'est souvent trouvé ce qu'il disait. Il le disait de façon de très bonne façon sur plein de sujets. Il avait une chronique dans Le Point qui était très intéressante. Maintenant, non, je suis rarement d'accord avec Bernard-Henri Lévy. Mais pourquoi pas ? Ça prouve bien ça transcende toutes les notions de gauche, droite ou autre. Il y a les gens qui disent attention, on gère cette situation comme des fous. Il faut arrêter. Ce que dit le professeur Raoult, et lui, il dit pas il dit il a des résultats avec la chloroquine meilleurs que tous les autres résultats qu'il y a par ailleurs. Et il dit, il faut arrêter d'avoir peur. Gérer une situation de pandémie dans la peur, ce n'est pas bon. Et c'est ce que le gouvernement fait. Et moi, je vais vous poser une question à tous les deux, si vous me permettez. Oui. C'est quoi le principe même d'une dictature ? C'est la restriction des libertés, il me semble. Il y a un symptôme à ça. D'accord, je suis pas d'accord. Il y a un symptôme à ça, c'est-à-dire que dans une dictature, le peuple a peur. Non, attention, au sens romain du terme. C'est au sens romain. La dictature n'était pas forcément quelque chose de négatif à l'époque. Oui, mais ça au sens romain du Aujourd'hui, la dictature, n'importe quel sous-officier africain ou américain sud-américain qui prend le pouvoir dans son pays était qualifié de fasciste. Même au temps des Romains où la dictature était un pouvoir absolu donné à un homme pour une situation ponctuelle, pour un temps déterminé. Exactement. Ce que je trouve d'ailleurs très bien, parce que c'était tout à fait... Ça a moins le mérite d'être clair. Mais ça reposait quand même sur une peur, c'est-à-dire le peur d'un danger, où là, il fallait absolument qu'il y ait un homme qui ait les pleins pouvoirs. Voilà. C'était donc, quand même, ça reposait sur la peur. Et là, on a assisté à quoi la peur, c'est pas avec on a assisté à quoi avec le Covid ? On a assisté à un gouvernement qui a distillé, qui a matraqué la peur parmi la population systématiquement depuis le mois, en gros, de février dernier. Donc, c'est la seule fois où un gouvernement qui doit être là pour protéger et rassurer son peuple a tout fait pour le paniquer, pour le terroriser, jour après jour. Je rappellerai en mettant juste, tous les moyens de propagande. Je rappellerai juste, au risque d'être politiquement incorrect, ou d'être... je dis ça sans... Ça serait pas bien, ça, évidemment. Non, ça risque pas d'arriver. Au jour d'aujourd'hui... il y a à peu près 3300 personnes, je crois, sont les chiffres que j'ai entendus ce matin, qui sont intubées. Il y a 59 000 personnes qui sont décédées, dont une grande partie ne sont pas décédées de la Covid, mais sont décédées avec la Covid. C'est-à-dire que ces gens, et je dis ça sans aucune... méchanceté ou quoi que ce soit, ces gens seraient décédés, hélas, quand même. Quand on a annoncé que le président Giscard d'Estaing était mort, c'est des suites de la Covid, à 94 ans. Il est mort avec la Covid. Bon, voilà. Et on connaît tous, et nous connaissons tous des gens qui ont, voilà, ok, très bien. C'est comme ça. Maintenant, pour des chiffres qui sont quand même pas... il y a 68 millions de personnes. C'est moins de 3% de morts. Il y a 68, je parle pour la France. Il y a 68 millions de personnes qui sont impactées par cette histoire-là, qui sont obligées, qui eux, vont crever. Ouais.
vont finir par crever d'avoir marre d'être bloqués chez eux, crever parce que leur entreprise est en train de péricliter, crever parce que on leur fait l'aumône, on leur dit l'autre jour j'entendais hier matin ou avant-hier matin à la télévision sur une autre chaîne je ne sais plus qui, enfin un type politiquement correct qui avait l'air d'être tout à fait dans le système, qui expliquait mais vous vous rendez compte, c'est formidable, on va donner 150 € aux gens pour passer Noël, formidable, 150 € pour passer Noël, vous vous rendez compte. Et le type disait ça avec un aplomb extraordinaire en ayant l'air de le gouvernement c'était le Père Noël venait de faire 150 €, le mec il va sortir de chez lui, on va déjà lui taxer 135 € pour l'autre jour. Un autre exemple qui m'a sidéré, un de mes amis me dit avenue de Breteuil, 7e arrondissement de Paris, un quartier comme chacun fréquenter sait. des beaux quartiers. Un quartier comme chacun sait, où on prend des risques en se promenant. Les flics, les policiers, on va dire, pour ceux du gendarme, enfin les policiers, gilet pare-balles, mitraillettes et tout, une quinzaine de flics qui demandaient à une brave dame qui devait avoir à peu près entre 85 et 90 ans de sortir son petit papier pour expliquer pourquoi elle se promenait avenue de Breteuil. Avec son cabas. Avec son cabas, non, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, on se dit où est-ce qu'on est, quoi. Enfin, bon, et alors, on oublie toujours une chose dans cette folie autour du Covid, c'est que l'immense majorité des gens qui attrapent le Covid guérissent sans même s'en apercevoir. Si vous me permettez... Bien sûr. Une petite chronique sur le sujet, justement, c'est l'heure de la chronique, c'est l'heure de la chronique de Philippe Rondin. La chronique que l'on retrouve sur le site Euroliberté, sur le site Synthèse Nationale et dans le quotidien Présent. Voilà. Et moi, je vais vous narrer une histoire vraie, figurez-vous, de quelqu'un testé positif. Une amie se sentant brusquement très fatiguée avec un mal de tête à se la taper contre les murs, alors qu'elle a rarement de migraine, et une douleur au genou, se rend chez son médecin traitant. Considérant la diversité des cas de Covid, il lui signe une ordonnance pour se faire tester et lui prescrit du Doliprane. C'est une histoire vraie, j'insiste. Test PCR passé, le résultat tombe 48 heures plus tard. Positive. Appelle à son médecin qui lui enjoint de rester chez elle pendant 10 jours et de ne rien prendre d'autre que du Doliprane. De toute façon, ces symptômes douloureux n'ayant duré que 2 jours, le 3e en pleine forme, je taillais les haies du jardin, m'a-t-elle dit. Mais le jour même du résultat, elle reçoit un SMS de l'Agence régionale de santé, ARS, qui lui rappelle les gestes barrières, l'isolement indispensable et qu'un médecin allait l'appeler. 1 heure après, le médecin téléphone pour s'enquérir de son état. C'était très gentil. Et lui rappelle les gestes barrières, de s'isoler dans une pièce toute seule, etc., etc. Et demande le numéro du compagnon, en pleine forme, lui, avec qui elle vit. Je la cite, « Il me dit de rester en isolement 3 jours de plus que la recommandation de mon médecin. Ils ne sont même pas fichus d'être d'accord entre eux. » Le lendemain, nouvel appel d'un autre médecin de la Sécu qui lui laisse un message avec les mêmes consignes, gestes barrières, etc. Puis encore le surlendemain, un dimanche à 8h du mat, sympa, et pendant 11 jours, j'ai reçu 4 à 5 SMS, puis un seul, pour m'enjoindre d'aller m'inscrire sur le site Covid. Quant à mon compagnon, il n'a jamais été appelé, ce dont il ne se plaint pas, euphémisme. En ce mois de fin du 2e emprisonnement national, les Français sont de plus en plus divisés sur les réalités de l'épidémie. Entre les hypocondriaques, traduisez les bons Français, conscients des dramatiques réalités de la pandémie, pour qui les cadavres s'accumulent et débordent eux-mêmes, et les inconscients complotistes. Comprenez les mauvais Français, qui, perplexes devant les chiffres extrêmement bas de la mortalité du Covid-19, qui vitupèrent que le foutage de gueule commence à bien faire, on ne le répétera jamais assez. Quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Comme on pense. Voilà. Toute cette histoire est vraie. C'est vrai. Un autre témoignage plus rapide d'un couple qui, pendant 3 jours, a eu un gros coup de fatigue. Oui, 3 jours, ça a duré. L'homme n'avait rien. Au bout de 3 jours, tout est reparti. Et sa compagne était en pleine forme, sauf qu'elle avait perdu le goût. Ça a duré à peu près 15 jours, 3 semaines. Ils ne sont pas été se faire tester ni l'un ni l'autre. Renseignements pris auprès de leur médecin.
Probablement, en tout cas pour la dame, elle avait été atteinte du Covid. Et voilà, ça a été 3 jours de fatigue et une perte de goût, ce qui était bien désagréable, a-t-elle dit, pendant une dizaine de jours. C'est quand même la majorité des gens qui tombent malades de nos jours, quel que soit leur âge, qui s'en sortent comme ça. Oui. Quand le ministre Véran a fait sa crise à l'Assemblée en disant qu'il venait de visiter un hôpital dans lequel il avait vu 2 jeunes malades du Covid, c'est terrible. Il a oublié de préciser que le premier jeune d'une trentaine d'années était quand même en phase terminale de cancer et que l'autre était obèse. C'était 2 personnes qui, physiquement, avaient d'autres problèmes. Le Covid n'a fait que, malheureusement, se surajouter et probablement être terrible. La majorité des Français qui tombent malades du Covid, il faut le dire, c'est 3-4 jours de fatigue, peut-être un peu d'agosie, le fait de perdre le goût. Je pense avoir été malade du Covid. Mais on pense tous. Oui, vous avez été malade du Covid ou vous avez fait une petite crève saisonnière comme tous les ans. Oui, j'ai regardé comme sur le site, sur un site pour voir si ça correspondait aux symptômes. Apparemment, c'était les symptômes. C'était d'abord une toux sèche, je crois, et puis après une forte une fièvre. Et alors, les symptômes sont divers, on est bien d'accord. Je l'avais avec la toux sèche, et puis effectivement, après la gorge sèche, et puis après, effectivement, j'ai senti Et puis ça a duré 2 jours. Et puis voilà, je suis resté à la maison. Rappelons encore que les fameux tests où on trouve les gens positifs, la plupart de la positivité de ces gens viennent d'anciens Covid. Si on parle du Covid-19, c'est qu'il y en a eu 18 autres avant, les plus anciens remontant au début du XXe siècle, du XXIe siècle. Ça veut dire qu'ils sont positifs pour des Covid avec lesquels ils ont été en contact il y a plusieurs années. C'est grotesque. Vous avez, vous parliez de Véran à l'instant, là, sa pathétique intervention, et vous allez, pathétique pour on allait dans n'importe quel hôpital où on soigne les grands blessés de la route, c'est pas beau. C'est affreux. Est-ce que pour autant on doit interdire aux gens de conduire et supprimer l'industrie automobile et enlever toutes les routes et les autoroutes? Non, voilà. Vous avez je ne sais plus combien de dizaines de milliers de Français qui chaque année sont victimes d'une insolation. Bon, il y a une solution, il faut interdire aux gens de sortir entre 8h du matin et 8h du soir. Si on suit la même logique, pourquoi pas? Après tout, c'est la même logique. Bon, c'est le fond du problème, c'est ça, et ce sur quoi vous revenez régulièrement, cher Ignace, dans votre livre, c'est en fait la disproportion qu'il y a entre la mesure gouvernementale, les dictats gouvernementaux et cette affaire en elle-même, voilà. Oui. Il y a une crispation de la part de l'exécutif et on peut dire une mauvaise... Ça manque de légèreté. C'est trop pesant, c'est trop crispant. Et cher Philippe, vous parliez tout à l'heure de la peur que suscite cette maladie, surtout que l'exécutif cherche à susciter en nous. Et le professeur Raoult avait très bien répondu à ça. Il avait dit « Attention, évitez la peur. » Et il avait parlé de la débâcle de 40. Il avait dit qu'il y a eu beaucoup de morts, non pas en raison des faits de guerre, directement de l'exode de 40, ça a été terrible. Bien sûr, tout le monde était sur les routes et il suffisait de bombarder les routes. De cette angoisse qui, finalement, on meurt du verbe mourir. C'est cette angoisse collective qui est complètement irrationnelle. Voilà. Parce que là, on a été dans l'irrationnel pendant un an. Alors, l'occasion de dire, cher Roland, allez-y. Je ne suis absolument pas médecin, mais j'essaye, voilà, c'est l'occasion de faire la promo, j'essaye de traiter la question avec humour. On fait ce qu'on peut, mais justement, dédramatiser, sortir un petit peu de ces angoisses. Chers téléspectateurs, vous êtes angoissés, eh bien, offrez-vous La vie est belle, et puis vous l'orthographierez différemment de celle que vous voyez actuellement, du titre que vous voyez actuellement, et puis je pense que tout ira mieux. Alors, ça serait peut-être un mot de la fin. Non, pas du tout, on a encore... J'anticipe un petit peu. Un conseil à l'éditeur, faites des démarches auprès des sécurités sociales pour que ce soit remboursé. Ah oui, ça serait bien. Le livre d'Ignace, parce que quand on lit effectivement cette année qu'on vient de passer abominable, ça donne, on se dit, tiens, on n'est pas seul à se dire que c'était pas normal, cette folie, on n'est pas isolé. Il y en a quand même beaucoup qui mettent noir sur blanc la vérité en disant que
la gestion de ce gouvernement. Si ce livre a le mérite de faire prendre conscience à un certain nombre de ses lecteurs la dimension de cette affaire, voilà, eh bien, nous en serons fort aises. Vous voulez un autre exemple de la débilité non pas du livre et tout ça, mais oui, le mouton qui a un beau masque là. Vous savez que les masques, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, ils sont inefficaces parce qu'ils sont humides par la respiration, par le fait. Et même toxiques. Ils peuvent même être toxiques, mais surtout, il faut changer de masque toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Les médecins qui font des grandes opérations qui durent longtemps changent jusqu'à 2 ou 3 fois de masque. Vous en connaissez beaucoup, vous, autour de vous, qui changent de masque tous les 2 heures et demie? Parce que moi, je ne connais que des gens qui ont les mêmes masques au fond de la poche depuis longtemps et qui en changent quand ils commencent à sentir un peu mauvais, ils le balancent. Tandis que le bouquin, vous pouvez le garder toute la vie. Si vous avez un coup de blues... Alors, ce d'autant plus parce que vous aviez raison tout à l'heure, Ignace, de nous faire remarquer que l'heure avançait, mais on a encore un petit peu de temps. Donc, que vous ne parlez pas que de la crise, même si le livre s'intitule La dictature sanitaire, la vie est belle, mais vous ne parlez pas que de la crise sanitaire, vous parlez... Aujourd'hui, tout le monde a tendance à l'oublier, mais enfin, en décembre, janvier l'an dernier, février, on était en pleine période de grève dû à cette histoire de retraite. Et toute la France était déjà immobilisée. Moi, je me souviens avoir eu un mal fou, par exemple, pour trouver un train, pour partir de ma Bretagne, où j'étais, où je suis toujours d'ailleurs, souvent, pour assister aux obsèques du regretté Roger Hollande. Et à l'époque, c'était des grèves partout. Tout était bloqué. Et ça, on l'a complètement oublié aujourd'hui. D'ailleurs, la Covid est tombée à point, nommé, si je puis dire, pour sortir le gouvernement de cette affaire. Des complotistes pourraient même dire les complotistes pourraient dire ça. Et puis il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça aussi. Il y a eu toutes les affaires liées à cette histoire de cette facétie américaine là, il y a les élections, bien sûr. Castaner, et puis il y a aussi arme la police contre elle, suspicion de racisme. Voilà, il y a eu tout ce racisme, enfin toute cette histoire d'antiracisme qui est née. C'est récurrent, vous me direz, mais qui est né de cet Américain qui s'est fait tabasser. George Floyd, voilà. Oui, pour sa couleur de peau. Voilà. Ancien délinquant. Et la sœur Traoré ressortie d'on ne sait où, qui est devenue carrément une star nationale. Mais c'est terrible parce que finalement, c'est pas une histoire de couleur. Enfin, on n'en est pas. Bien sûr que non, c'est pas une histoire de couleur. Entre couleurs. Le bon Dieu a créé des blancs, des noirs, des jaunes, des gens de couleurs quand même assez différentes, assez variées. Après tout, tant mieux, ça colore justement les peuples et les cultures. Mais on n'a pas à être pour ou contre Floyd. Ce qui est insupportable, tout le monde déplore sa mort, évidemment. On ne va pas se reprendre à telle couleur parce que... Et puis voilà, vous savez, je me souviens d'avoir demandé il y a quelques années, à un ami policier qui faisait des contrôles sur la route. Je lui disais, alors, c'est quoi cette est-ce que vraiment vous arrêtez vraiment les immigrés, les Noirs, les Arabes en priorité? Il dit mais non, on arrête en priorité sur la route, les contrôles routiers, les voitures en mauvais état. Pourquoi? Parce que la majorité des problèmes, c'est avec des conducteurs et des gens qui ont une voiture en mauvais état. Et il se trouve que 80% des voitures en mauvais état sont conduites généralement par des Nord-Africains, des étrangers, voilà. Il dit, mais c'est à cause de ça. Un étranger qui soit noir, jaune, vert, bleu, au volant d'une voiture en bon état, on ne l'arrête pas parce que statistiquement, voilà, vous le dites mieux que moi, tout simplement, voilà, on veut trouver là où il y a un problème. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la couleur de peau ou l'origine. C'était les... oui, mais aujourd'hui, au nom de cet antiracisme professionnel... policier, en plus, était métis. Vous voyez, il savait de quoi il parlait. Quoi. Ouais. Mais c'est cet antiracisme obsessionnel et professionnel, même aujourd'hui, qui sévit, trouve n'importe quelle histoire pour en faire. On l'a vu récemment là, avec un type qui se fait arrêter. Moi, j'ai du mal à comprendre cette histoire. Écoutez, celui qui est en face de vous, des gardes à vue, il en a fait un certain nombre. Des coups de matraque, il s'en est pris un certain nombre. J'ai pas la prétention d'être le seul, mais bon, j'en suis pris. Des flics
idiots, j'en ai rencontré plus que j'aurais dû rencontrer dans ma vie. Voilà. Bon, cela étant dit, certains diront que c'est pas forcément compliqué. Cela dit, je leur en veux pas. Si je me suis pris des coups de matraque, si je me suis pris des gardes à vue, si j'ai rencontré des flics idiots, c'est parce que j'avais cherché à les rencontrer et à les rattraper aussi. Hein. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'engagement militant qui a voulu ça. Alors, quand on me dit qu'il y avait 4 flics en même temps qui cognaient quelqu'un qu'ils avaient demandé à un producteur, qu'ils avaient demandé des papiers, mais en fait, bon, d'ailleurs, on n'en parle plus, curieusement, de cette histoire-là. Bon, et qu'il y en avait 10 dehors. J'ai du mal à imaginer qu'il y en ait quand même pas un qui a dit, bon, attendez, on arrête le massacre. Enfin, le massacre, on sait maintenant, pour le fameux producteur de rap, que, évidemment, on a vu ces images où ils ont l'air d'être 4 à le massacrer et tout, sauf que lui se défendait, ne voulait pas montrer ses papiers, ne voulait pas, il y avait une chance à col, et surtout, lui, il se défendait, alors qu'ils étaient 4 pour essayer de le maîtriser, et donc que les images montrent 4 flics en train d'essayer de maîtriser quelqu'un. Moi, ce que je trouve le plus scandaleux, c'est que toute personne a le droit à une justice et à être traitée normalement. Vis-à-vis de ce problème, de cet événement, que la police des polices est là pour enquêter et savoir ce qu'il en est. Mais ce qui est terrible, c'est que dès le premier instant où ce scandale a éclaté, ce scandale entre guillemets, c'est que toute l'intelligentsia s'est mise pas une seule fois on a entendu la défense des policiers. Pourquoi ils se sont mis à 4 ? Parce que j'en ai connu des gens pas fins, des bagarreurs, mais ils avaient toujours une raison pour se bagarrer. Bonne ou mauvaise, il en avait toujours. Si ces 4 flics ont essayé, maîtrisé ou tabassé, je ne rentre pas dans le truc, ils avaient quand même une raison. C'est pas uniquement, ils disent, tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah, tiens, voilà le noir qui passe là, on va aller le tabasser. Alors, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas vrai. Il y a une chose assez intéressante, si vous avez bien regardé les images, parmi les policiers, il y en avait un qui était de couleur noire. Oui, en plus, il y avait un... Oui, mais ça... Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais tout ça, tout ça, ça veut dire que les policiers sont de toute façon condamnés avant même qu'on sache ce qui s'est passé. Et ce qui est insupportable, c'est la réaction unanime de toute l'intelligentsia, de toute la classe politico-affairo-médiatique, qui s'est précipitée pour pleurnicher. C'est Macron qui a donné l'exemple, hein, puisque c'est Macron qui a pour aller pleurnicher à la télévision sur le sort de ce type qui bon, voilà, s'est pris quelques coups, ça il s'en remettra, hein, on s'en remet tous. Donc c'est ça qui est insupportable. Et c'est de voir qu'à chaque fois, oui, je vous épargne les genuflexions sur les stades de football, et comme l'histoire de l'arbitre, là. Non, mais attendez, là où on va, là. Le mec, en roumain, noir, ça se dit négro. C'est comme ça. En espagnol, ça se dit négro. Mais on a l'impression quand même qu'un certain nombre de communautés ou de personnalités attendent l'occasion vraie ou fausse, pour immédiatement faire ressortir du racisme, de l'antiféminisme. On sent qu'ils sautent sur toutes les occasions en disant il ne faut rien laisser passer. À force de rien laisser passer, ils créent généralement les problèmes de racisme ou de violence. C'est l'occasion de vous dire que justement, c'est une des raisons qui m'a poussé à faire les dessins, un certain nombre de dessins dans ce recueil, c'est qu'il y a des tensions qui sont insupportables par rapport à ces questions d'antiracisme, par rapport à ces questions de Covid. Il y a une dramatisation à outrance. On vit ça, et surtout en matière de confinement, pendant le confinement. On a beaucoup souffert, on était un peu tétanisé par tout ce matraquage de la pensée. Et ce que j'essaie de faire au travers de ce recueil, c'est de casser un petit peu cette pression, décompresser, faire en sorte un petit peu faire une espèce de dribble, de tac. Je cherche le terme adéquat, mais enfin sortir de ça pour essayer de prendre les choses du bon côté, avec humour autant que possible, avec cet esprit latin français que nous avons et qu'on essaye de nous faire perdre. On était plutôt dans la convivialité, maintenant on est dans le confinement. On était dans une certaine insouciance, il faut dire les choses comme elles sont quand même. Maintenant on nous pousse vraiment à la gravité sur tout. Et donc j'essaye de restaurer en quelque sorte. C'est un travail de restauration. J'emploie les grands mots, qu'importe, enfin...
ce que j'essaye, c'est d'apporter une bulle d'oxygène, de décontraction. Et comme dirait l'abbé Laurence, qui est mon confesseur, je fais une confession là aussi, eh bien, il le dit souvent. Je ne suis pas abbé. Tout va très bien, c'est parfait. Voilà, eh bien, j'aimerais Saint Ignace. Voilà. Et Saint abbé Laurence. Dites-moi votre livre, j'espère que vous l'avez quand même envoyé à quelqu'un. Alors, je l'ai envoyé... non, pas encore. À l'homme de l'année 2020. Ah, il faudrait que j'envoie au professeur Harout. Bonne idée, excellente idée. Bien sûr. Ouais. Merci, cher Philippe. C'est promis. Mais alors, je n'ai pas son alors, adresse. chers amis, alors là maintenant, l'heure avance sérieusement. Et Ignace, en fait, tout ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en fait, votre livre, c'est une sorte de médicament, finalement. Votre humour j'essaie. Alors, heureusement qu'il y a des gens comme vous encore, et il y en a quelques-uns quand même, parce qu'on va quand même saluer au passage Charles. Oui. On va bien sûr qui dessine Pinatel, oui. Charles qui dessine régulièrement dans le Quotidien Présent, dans Rivarol, dans d'autres supports. Il y a Miège. Miège. Je reçois aussi les dessins de Cho. Ah oui, Cho. Oui, Cho, je ne connais pas. Oui, bien sûr, on a aussi une pensée pour notre vieux camarade Aramis et pour Conque aussi. Enfin, pas si vieux, non, vieux, parce qu'il y a longtemps que c'est notre camarade, je veux dire. Et Conque qui était vrai. C'est dommage qu'il ait arrêté le dessin de presse, parce qu'il était vraiment génial. Voilà. Mais il a une Conque... passion. Il rêve de faire voler des voitures. Je pense qu'il est arrivé. Voilà, il est arrivé à faire voler une voiture. Mais pour lui, le dessin de presse était purement alimentaire. C'est très curieux. Bah oui, mais enfin, il me l'a longuement expliqué, oui, effectivement. Il m'a montré les plans de la voiture. Et sa véritable passion, c'est de faire voler des voitures. C'est vraiment, il avait l'impression d'être créé pour ça. Alors le dessin de presse, pour lui, c'était que vraiment beaucoup de personnes, et moi le premier, étaient en admiration devant son talent. Ouais. Eh bien, heureusement qu'il y a des gens pour les remplacer. Voilà, comme vous. Il est irremplaçable, mais vous êtes là aussi. Donc tout ce que vous faites, Ignace, eh bien, vraiment félicitations, parce que c'est vraiment, c'est vraiment toujours un rayon de soleil quand votre dessin arrive. Et voilà. Alors, mon cher Philippe, quelques mots peut-être. Alors, il y a le dernier numéro de Synthèse Nationale qui est sorti. Voilà, récemment. Le dernier numéro de Synthèse Nationale, qui est évidemment l'envoyer. Vous avez intérêt à l'envoyer dans une pochette plastifiée. Pas transparente dans la poste, parce que le titre est explicite. Jean-Marie Le Pen avait donc raison. À propos de l'immigration, tout, l'immigration incontrôlée, l'islamisme, le terrorisme. Effectivement, tout ce que Jean-Marie Le Pen avait annoncé, avait craint, malheureusement est en train de se réaliser. C'était l'objet d'une... Il n'avait pas craint le Covid, il ne pouvait pas savoir. Gerbeau sur une autre chaîne de télévision, il y a quelques semaines, où justement le présentateur a dit, finalement, si on réfléchit bien, c'était à propos juste après l'affaire de Nice et l'affaire du professeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine, eh bien, il disait, finalement, Le Pen, tout ça l'avait dit. D'ailleurs, il y avait un film qui a été repassé le disant, et c'est pour ça que le titre de Synthèse Nationale de ce trimestre rappelle que Le Pen, finalement, avait raison, donc dont acte, et à bon entendeur, salut. Eh bien, chers amis, voilà, l'émission... Un petit mot sur les pages du Marquis. Oui, les pages du Marquis, oui, en 30 secondes, 3 secondes. Il est sorti. Ça y est, il est sorti. On en reparlera dans la prochaine émission, mais le livre, le recueil des pages du Marquis est sorti. Les meilleures chroniques qu'il avait publiées dans Synthèse Nationale. Voilà. Chers amis, on se retrouve très prochainement pour une autre émission. Ignace, merci Roland. Eh bien, on vous retrouve quotidiennement sur Nation Média Presse Info. Et puis sur TV Liberté. Et puis j'espère à l'émission Bistro Liberté le plus tôt possible.